Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. J'ai l'occasion de recevoir Patrice de Montcamp, économiste et historien, spécialiste notamment des passages parisiens, vous l'avez déjà entendu à ce micro, mais d'un sujet qui est peu travaillé par les économistes et par les historiens, qui est le sujet de la propriété immobilière. Patrice de Montcamp, bonjour. Bonjour. Vous avez publié, je crois que c'était en 1989, un livre qui s'appelait « À qui appartient Paris ?» Exact. dont il y a plusieurs raisons de se souvenir, dont une que je n'ai jamais oubliée, qui est que vous aviez, à cette occasion, établi une nouvelle loi de l'immobilier à Paris qui était 1 + 1 = 1. Ça voulait dire que la tendance de la propriété parisienne était de faire 2 appartements avec un seul, et c'était notamment ce qui se développait dans le centre de Paris et sur la rive droite notamment, avec les nouveaux habitants, les néo-bourgeois, on peut dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les bourgeois bohèmes, mais je m'y refuse parce qu'il y a eu une vraie bohème et qu'il n'y a pas de raison de la transformer en quelque chose qui n'en a pas le charme. Voilà, qui n'en a que la parure. Mais enfin, revenons alors donc 89. Ça veut dire que vous avez commencé à travailler là-dessus au milieu des années 80. Comment êtes-vous venu à vous intéresser à la propriété immobilière à Paris? Qu'est-ce qui vous a frappé et qu'est-ce que vous avez mis en lumière? Alors, comment j'y suis venu? Un peu comme j'ai expliqué dans d'autres émissions sur les passages, par hasard. J'ai eu l'idée, je venais de créer ma boîte, j'avais 25 ans, je connaissais rien à rien, et ça m'a aidé, parce que j'ai eu l'idée de créer le fichier des propriétaires de Paris. Et quand je me suis présenté dans les cadastres et tout, ils m'ont regardé avec des yeux en disant « mais qu'est-ce qui vous arrive ?» et tout. Finalement, j'ai réussi à le faire, et j'ai même réussi à avoir l'autorisation légale, passer au journal officiel, etc., comme quoi j'avais l'autorisation. Donc je me suis retrouvé en fait un cadastre privé, le seul au monde, le seul en France en tout cas, à avoir le droit de recenser la propriété immobilière. La propriété au moment où vous viviez, pas la propriété, pas l'histoire de la propriété. Au moment, dans les années 80. Au moment des années 80. Dans les années 80, à qui appartient Paris, oui, c'est le titre. J'avais même créé un truc que j'ai arrêté très vite. J'avais créé un annuaire des propriétaires parisiens avec en face de chaque propriétaire le nom, l'adresse de sa propriétaire. Ah, ça m'a valu quelques déboires. Hein. Bon, donc j'ai très vite arrêté, mais j'étais complètement naïf. Moi, je sortais de là. J'avais même pas fini mon doctorat. J'étais encore en fac et tout. Je trouvais ça très drôle. Voilà, bon, c'est tout. Bon, ceci dit, voilà comment je suis venu à... Je faisais un doctorat d'économie et du coup, je suis un peu parti sur l'économie immobilière. Voilà. Et j'avais un père d'ailleurs qui avait une grosse boîte d'immobilier aussi. Et donc, voilà comment j'ai fait cette étude sur l'évolution de la propriété immobilière. Je me suis rapproché de la Chambre des propriétaires, qui, après m'avoir beaucoup ennuyé, finalement, on est devenus copains, et qui avait, depuis 1935, avait publié, eux, des annuaires des propriétaires. Et ça s'est arrêté à partir des années 50, cette publication. Mais ça m'a permis de recompter tout, de comparer entre l'état que j'avais fait en 89 avec celui de 1935, puis celui de 1950. Et c'était très intéressant pour voir l'évolution des structures de la propriété immobilière. Alors, qu'est-ce que ça montre, cette comparaison avec deux dates? Ça montre d'une façon mais flagrante qu'avant 1950, on est propriétaire d'un immeuble ou on n'est pas propriétaire du tout. Il n'y a pas la copropriété, c'est une loi qui passe en 1938. Il y a la guerre juste après, donc il n'y en a pas. Jusqu'en 1950, il n'y en a pas. À partir de 1950, il y a une profession qui naît, qui est promoteur. Voilà des types qui inventent
de construire un immeuble pour le vendre à la pièce, en se basant sur la loi de la copropriété. Et c'est révolutionnaire. En 1950, 90% des immeubles de Paris appartiennent à des personnes physiques en totalité. Il y a 100 000 immeubles, il y en a 90 000, ils appartiennent à Monsieur Dupont, Madame Yolande, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et en 1950, il y a juste la ville de Paris qui a 2% des immeubles, donc 2000 immeubles sur les 100 000 de Paris. Voilà. Et si on remonte à 1935, la ville de Paris, elle n'existe pratiquement pas. Il y a les HBM qui ont démarré à la fin des années 1920, c'est-à-dire des immeubles à logement social. Habitation à bon marché. Ah oui, habitation à bon marché, les anciens HLM, enfin l'ancienne appellation, et qui appartient en effet à la ville. Mais c'est très, très confidentiel encore. C'est ceux qui sont construits le long des anciens boulevards des Maréchaux. Exactement, entre les boulevards des Maréchaux en briquettes rouges. Ont participé véritablement, à partir des années 80, à la loi 1+1 = 1. C'était typiquement quand la ville a voulu vendre ces immeubles. Ce sont des très beaux immeubles, en fait, en qualité et tout, mais avec des logements qui font 35-40 mètres. Donc, c'est évident qu'on en achetait 2 et on en faisait 1. Voilà. C'est clair. Et en 1935, vous avez absolument que des personnes physiques, rien d'autre. Et alors, après, j'ai retrouvé aussi un état au début de l'Empire parisien. Il y a eu un type qui s'est amusé à recopier, j'ai retrouvé ça à la BN, un manuscrit, à copier à la main les noms des propriétaires. Voilà. Et ça permet de faire des statistiques très intéressantes. En 89, le 13 juillet, pas le 14, en 89, 55% de la ville de Paris appartient à l'Église, au couvent, etc. 35% à l'aristocratie et 10% à une bourgeoisie qui est naissante, en fait. Voilà. On arrive en 1950, on fait plus de différenciation entre l'aristocratie et le truc. L'Église a encore des biens, très sérieusement, mais pas 55% du tout. C'est de l'ordre de 25%. Et le reste, c'est uniquement des personnes physiques, voilà, qui ont des propriétaires. Et les gens qui vivent dans Paris sont des locataires. En 1950, sont encore des immeubles avec un seul propriétaire pour la majorité. Oui, 90%. 90%, c'est énorme. C'est à la fois les nouveaux immeubles construits par ces promoteurs qui le vendent par appartement, voilà, ça démarre dans un contexte de crise du logement très important. Il faut rappeler qu'après la guerre de 40, il y a une très très importante crise du logement, et avant donc que ce mouvement de la propriété, de la copropriété n'avance. Alors on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, 55% des immeubles sont en copropriété. Ce qui est une révolution incroyable. C'est 5000 immeubles par an qui passent en copropriété à partir des années 50. Donc, c'est une transformation totale, en fait. C'est l'invention du crédit, du prêt immobilier. C'est les années 50 aussi qu'on commence à prêter de l'argent à des gens pour s'acheter un bout d'un immeuble, etc. Et donc, l'Église, elle, va perdre au fur et à mesure sa propriété, en particulier les couvents, les bonnes sœurs, etc., qui vont faire des écoles, des trucs pour survivre. Et rue Notre-Dame-des-Champs, des choses comme ça, là, il y a encore mais c'est des bâtiments modernes, construits sur le terrain. Ouais. Et ils n'ont plus, ils sont obligés de se dégager et de vendre à des promoteurs. Dans le 15e, il y a un couvent, je ne me rappelle plus le nom là aujourd'hui, mais qui avait plusieurs hectares de terrain, qui a été construit en truc. Il leur reste 3000 mètres carrés et le reste, c'est des bâtiments tout neufs, quoi. Voilà. Enfin, tout neufs dans les années 90 et 2000. Donc, et l'autre tendance, alors l'Église qui perd du terrain énormément, la copropriété qui gagne, c'est la grande vainqueur. Hein, et puis la ville qui apparaît, parce que la ville aujourd'hui a 10% du patrimoine de la ville. Donc c'est devenu absolument énorme. Elle a 10% en étant partie de zéro ou presque. Quasiment de zéro. Ouais.
quasiment zéro. En 1950, il y a 1 ou 2% maximum qui appartient à la ville. Et c'est tout, quoi. Et ce qui appartient à la ville, souvent, à ce moment-là, c'est pas des logements, pas très peu de logements, c'est des musées, c'est Ouais. des mairies, les mairies qui font déjà 20 bâtiments. Voilà. Et bon, Quelques annexes, oui, plus. oui, plus quelques annexes, bien sûr, mais ce que je veux dire, C'est beaucoup. c'est infinitésimal, en fait. Et l'apparition. Alors, ça avait démarré au Second Empire. On voit tout d'un coup des sociétés devenir propriétaires. C'est sous le Second Empire que ça apparaît. Et il est évident qu'après, ça va se développer au fur et à mesure, et surtout à partir des années 50, avec les compagnies d'assurance et les banques, qui vont couvrir leurs risques, etc. Ils ont une obligation de placer dans de l'immobilier une partie. Les compagnies d'assurance, c'est 20%, si j'ai bonne mémoire. Les banques, c'est moins fixé que ça, mais elles le font. Puis maintenant, les banques font de l'assurance. Hein. Donc, tout ça se mélange, très bien. Et donc ça, c'est la grosse tendance, la grosse évolution. Avant la crise de 29, les compagnies d'assurance et les banques avaient le droit d'investir beaucoup plus dans l'immobilier. La crise de 29 leur donne une limite, parce qu'on a connu, il n'y avait pas de solvabilité, donc quand les gens venaient à la banque retirer l'argent, le temps de vendre l'immeuble, c'est un peu difficile. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est limité à 20% de leur patrimoine. Voilà. Mais aujourd'hui, les fonds de pension, les banques et les compagnies d'assurance compte beaucoup dans l'immobilier. Il compte certainement autant que la ville de Paris, mais séparés en plusieurs entités. Voilà. Et puis, alors les personnes physiques, unipropriétaires, il en reste quand même encore à peu près 15 000. Voilà. Donc, c'est pas si mal. Et généralement, c'est plutôt dans les beaux quartiers. Parce qu'il est évident que quand on a 10 immeubles pleins de monceaux, on les garde plus facilement que... voilà. Et après, le grand problème, c'est la succession. Le droit de succession, qui font que les immeubles passent en copro. Mais aujourd'hui, étant donné l'augmentation du prix de l'immobilier, l'augmentation vertigineuse, ceux qui sont encore unipropriétaires ont des héritiers qui, même en étant des héritiers directs, avec le minimum d'imposition, me semble-t-il, c'est comme pour la vigne. Je sais que vous vous intéressez à la Bourgogne, je veux dire, les Bourguignons, comme les Bordelais, ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à transmettre parce que les droits de succession les droits de succession, c'est les droits de succession qui ont fait la copropriété, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a eu différentes petites choses qui sont intervenues dans cette mentalité, mais c'est vraiment ça. Alors, est-ce que être propriétaire à Paris, propriétaire, mais qui donne son bien à louer, est-ce que c'est un bon placement? Est-ce que ça l'a été? Est-ce que c'est juste une espèce de placement de conservation au fil des années? On est toujours... moi, j'ai fait des études depuis le Second Empire, au moment d'Haussmann, où on a critiqué Haussmann. Il avait fait des immeubles pour les riches, etc. Les pauvres sont partis expatriés hors de Paris, à Passy, à la Muette. Et même sous Haussmann, il y a un taux permanent. Il y a un taux de rentabilité qui est presque constant, qui est 3-4%, pratiquement tout le temps. Quels que soient les systèmes fiscaux, quelles que soient les choses comme ça. Bon, alors, c'est pas suffisant pour conserver quand le père disparaît. Alors aujourd'hui, en plus, maintenant, on hérite essentiellement d'un logement, de 2 logements, de 3 logements. Hein, c'est un petit peu différent, donc on en garde déjà un pour soi, etc. Bon. L'immeuble était vraiment problématique. Bon. Et la rentabilité existe, toujours quand même, mais... elle reste faible. Oui, mais c'est un capital très... Il y a une mentalité française pour ça. Ouais. Les Français, on aime toucher. Hein, et toucher le mur de son appartement, le mur d'un immeuble en totalité, ou la terre d'une vigne et tout, on aime ça. Moi, je vois, j'ai fait pas mal
comparaison, d'études comparatives entre les grandes villes, Paris, New York, Tokyo et Londres, ils sont beaucoup plus financiers que nous. Eux ils vont partager leur patrimoine. Ils font de l'immobilier quand ils ont assuré le reste, plutôt. Hein. Trump, non, c'est un mauvais exemple, parce qu'il a surtout fait que de l'immobilier. Enfin, oui, pas lui, mais l'immobilier et des faillites. Et des faillites, oui, bien sûr. Mais ça fait partie du jeu, hein, dans l'immobilier. C'est des cycles. Ouais. C'est toujours cyclique. Hein. Donc, si les gens qui font de l'immobilier spéculativement, ils ont le risque de la faillite. Il y a des cycles. On avait fait une étude avec un gros cabinet qui s'appelait Bourdet à l'époque, qui n'existe plus, qui est devenu BNP. Mais il y a des cycles de 7 ans, pratiquement. On avait fait ça depuis les années 50 jusqu'en 80, jusqu'en 2000, quoi. Voilà. Et alors, ils sont plus ou moins forts, mais il y a toujours ces... Quand vous tombez dans un mauvais cycle... si vous êtes fait de la crise de 1991, on en parle rarement. C'est la plus grosse crise qu'il y ait jamais eu dans l'immobilier. Moi, j'avais des clients. Tous mes clients étaient des marchands de biens, parce que moi, avec mon fichier, c'était formidable pour les marchands de biens. Je n'ai pas un client qui a survécu. Je n'en ai pas un. Et c'est des types qui avaient, à titre personnel, à l'époque, 3 milliards de francs de dettes. Parce qu'ils investissaient, les banques, à la fin des années 80, les banques ont financé l'immobilier d'une façon complètement folle, parce qu'on leur avait demandé de financer avant à l'extérieur, le marché extérieur, des pays étrangers, etc. Et c'était une catastrophe. Alors, ils sont tombés sur l'immobilier, et sur l'immobilier, une banque prêtait à un marchand de biens 120% du prix de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que comme ça, il pouvait acheter 100% l'immeuble et il avait 20% de plus pour la com, pour son train de vie personnel, etc. Et tout. Alors, ça a été florissant. Les prix ont explosé à la fin des années 80, mais vraiment explosé en immobilier, en l'immobilier d'entreprise en particulier, a explosé entre 85. Quand est-ce que Fabius devient Premier ministre ? Au tournant de la rigueur, c'est-à-dire 84. Oui, ça, 84. Entre 84 et 90, et 90, ça a doublé ou triplé l'immobilier d'entreprise. À la Défense, à Paris, dans le 8e, etc. En 91, un effondrement total. Total. Il y avait 5000 mètres, moi j'avais calculé à l'époque, il y avait, pas 5000, 500 000 mètres carrés de bureaux qui étaient construits vides. Et il n'y avait pas de preneurs. Il n'y avait rien. Mais c'était les banques qui avaient financé ces trucs-là en se disant, voilà, là, on se fait du fric, on est peinard et tout. Et c'était une crise formidable. Et le logement, au début, c'est l'immobilier entreprise. Et après, pour payer, pour s'arranger et tout, les propriétaires mettaient des immeubles de logement dedans, dans le package. Voilà, parce que comme ça, les types disaient, oui, bon, là, on va se refaire un peu avec ça et tout, et tout. Et donc, les prix sont effondrés. Et entre 91 et 2000, les prix en 2000 sont ceux de 1991. Ouais. Ils ont mis 9 ans à remonter la pente, mais ça a été une période catastrophique. Et je me rappelle, j'avais écrit un bouquin, d'ailleurs, sur ce petit problème, parce que moi, je voyais tous mes clients partir, j'étais énervé, j'étais pas content. Et c'était vraiment, il n'y avait aucune étude. Il n'y avait rien de sérieux. Comment se faisait un prix dans l'immobilier ? Moi, j'ai assisté à des réunions comme ça, avec les banquiers, les marchands de biens, les trucs. C'était, dites, j'ai vendu mon immeuble hier, un truc. Ah oui, et alors, ça marchait comment dans ce secteur ? Parce que j'en ai un, moi aussi, dans le même secteur. Je l'ai vendu à tel prix. En bluffant, parce que sinon, on est quand même plus malin. Alors l'autre, après, il ressortait, il disait, moi, je vais mettre 10% de plus. Et ça part, mais bêtement. Et j'avais fait un chapitre en disant, la pifométrie élevée en sciences exactes. Et c'était vraiment complètement ça. Ça a volé comme ça, complètement en éclats. Mais les banques complices, là, complètement persuadées qu'ils allaient se faire du fric avec. Quoi. Alors, si on en vient au Paris d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en connaît ? Il perd des habitants, 60 000 d'après le dernier recensement. Il
Après, je crois que c'est même dans votre livre que j'avais lu ça. Je crois que dans le centre historique de Paris, il y a entre 15 et 20% des appartements qui sont des appartements pour des passagers, soit genre Airbnb, soit des gens qui vivent en province ou à l'étranger, et qui se sont achetés une résidence secondaire. Un phénomène totalement extravagant. Dans l'histoire de Paris, ça n'existait pas. Du coup, il faut bien que les Parisiens qui étaient là aillent se loger ailleurs. Donc, est-ce qu'ils s'en vont de Paris? Il me semble que c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'ils vont dans les endroits périphériques? Et puis, est-ce que les opérations immobilières, soit celles conduites par l'État, je pense à la Place des Fêtes, soit celles conduites par des promoteurs privés, ont contribué à modifier la composition de la population de Paris? Ah oui. Alors, il y a une catégorie qui n'a plus vraiment accès à la propriété à Paris, c'est les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, qui, même avec des crédits à 30 ans, 35 ans, ils n'arrivent plus à acheter à Paris, parce qu'il faut quand même au moins 2 chambres, ou 3, trucs comme ça. Donc, il faut quand même une certaine surface. Et les prix sont chers. Donc, ceux qui restent, ce sont des gens plus âgés, qui, eux, n'ont pas le même problème et qui, au contraire, à ce moment-là, tout d'un coup, comme les enfants sont partis, ils se retrouvent avec un appartement confortable, et puis voilà, c'est tout. Mais la classe propriétaire et quand je dis les jeunes, je dis jusqu'à 40, 45 ans. Hein. Ils peuvent pas, même avec des très bons boulots, des 4 sup, etc., non. Ils doivent partir à l'extérieur, pratiquement, à tous les coups. Hein. Alors, ça, c'est l'effet du marché. Oui. Et le marché est, si je puis dire, déterminé par la rareté des logements à Paris. Il faut rappeler que c'est la plus petite grande ville capitale. C'est 100 km², donc avec une densité de 20 000, quand ailleurs c'est 4 000 ou 8 000 à Londres ou à Berlin. Donc, et qu'en plus on construit pas en hauteur. Donc il y a pas beaucoup de logements par rapport à ces autres capitales. Donc il y a la rareté, il y a la spéculation. Est-ce qu'on peut vraiment parler de spéculation dans Paris? Et si oui, est-ce que c'est une spéculation destinée... Il y en a beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Ouais. Beaucoup moins. Aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était quelle spéculation? C'était spéculation de sociétés de promotion? Oui, voilà. Sociétés de marchands de biens, pratiquement, qui maintenant ne peuvent pratiquement plus travailler sur Paris pour une raison complètement incroyable, je trouve. C'est que aujourd'hui, quand il y a des immeubles à vendre, la ville de Paris achète, si possible, plus cher que les marchands de biens. Elle préempte plus cher. Oui, elle préempte plus cher. Et donc, ils n'arrivent plus, quoi. Parce qu'avant, quand même, il y avait un écart. Alors ça, c'est nouveau, hein, c'est depuis 4-5 mois. Juste un mot quand même, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un marchand de biens, et ce qui fait la différence entre un marchand de biens et un promoteur immobilier, par exemple. Un marchand de biens, c'est purement spéculatif. Le promoteur, il a une fonction, il crée des logements. Voilà, il construit. Alors, oui, c'est ça, mais il offre un service d'offrir des logements. Un marchand de biens, il achète à un certain prix pour revendre le plus vite possible, plus cher. Voilà. Et il donne rarement une plus-value à l'immeuble qu'il a acheté. C'est assez rare. Y a-t-il des quartiers de Paris dans lesquels ces marchands de biens, dans les années 70-80, ont été particulièrement actifs? Les Halles, peut-être, enfin, les anciennes de la Cité. La Cité. La Cité. Plutôt les quartiers... qui redevenaient à la mode. Oui, et puis qui génèrent une plus-value tout de suite. Oui. C'est sûr que le centre de Paris, c'est très intéressant. Des marchands de biens dans le 19e ou le 20e arrondissement, c'est pas la même chose, quoi. Pas du tout. Là, on va plutôt trouver des promoteurs. Alors justement, dans ces arrondissements-là, est-ce qu'on peut dire des promoteurs qu'ils sont des agents particulièrement importants de la transformation de la population? Parce que
au fond, la ville a ou n'a pas une politique, mais les promoteurs, eux, ils avancent. Est-ce qu'il n'y a pas des quartiers, je pense à la Goutte d'Or, par exemple, mais j'ai peut-être tort, qui sont sortis, qui ont été des quartiers très populaires et même un peu misérables, de longue date, si je puis dire. D'ailleurs, c'est là où l'immigration, alors à un moment donné, c'était les Allemands qui étaient, les Allemands étaient nos Arabes, si je puis dire, ou même les Pakistanais. Mais c'est une constante. La Goutte d'Or est un lieu où arrivent les immigrés les moins fortunés, les moins stables financièrement dans l'histoire. Et cette Goutte d'Or, il me semble qu'elle est en train de s'embourgeoiser, elle va pas devenir Auteuil, mais c'est l'effet des promoteurs. Là. Oui, petit à petit, s'ils peuvent acquérir un immeuble, eh ben ils vont le faire et ils vont le traiter d'une façon obligatoirement différente. Hein. Donc il y a une amélioration entre guillemets. Ils reconstruisent quelque chose. C'est pas des marchands de biens. Oui, voilà, c'est ça. Un marchand de biens, il reconstruit rarement. Oui. Hein, il met du ripolin. J'avais bossé avec il y a un truc, il était formidable, il achetait des trucs. C'était du ripolin. Il était copain avec un grand de l'époque, un tennisman français, truc. Il foutait un cours de tennis sur le toit. Et il vient un week-end de vente et on allait jouer avec le mec. Et ben ça partait. Non mais c'est invraisemblable. Enfin, c'était bon. Enfin voilà. Bon donc un marchand de biens, n'est pas là pour rendre service. Pour créer un service. Je pense que vous nous l'avez assez clairement expliqué. Est-ce que la politique d'achat systématique des immeubles de la ville pour les transformer en ce qui est convenu d'appeler un logement social, est-ce qu'elle joue un rôle dans le maintien d'une diversité de la population parisienne ? Non, je crois pas. Je crois pas, parce que aujourd'hui, quand vous avez des biens de la ville mis en vente, pas en vente, en location, pardon, mis en location, mais les nouveaux immeubles et trucs comme ça, c'est plus cher qu'à Lyon, dans les quartiers chics. Donc c'est encore une catégorie qui doit avoir les moyens de. Hein. Ouais. C'est pas prouvé que le social de la ville ces dernières années soit vraiment social. Quoi. Oui, il se heurte en plus à me semble-t-il, à une espèce de myopie qui est que on pense logement social et on pense pas urbanisme. Et on ne réfléchit pas au fait que, par exemple, le coût de la vie dans le centre historique de Paris, dans les 11 premiers arrondissements, ne cesse d'augmenter, non pas parce que c'est habité par des gens de plus en plus riches, mais parce que il y a une raréfaction des magasins de première nécessité qui mettent ceux qui restent en position d'oligopole et qui font donc que ça coûte 20-25% plus cher que dans le 19e ou dans le 18e. Alors, il y a une chose qu'il faut dire sur Paris, parce que là, on reste dans un esprit truc. Paris, pour une capitale, est une ville pas chère. Ce qui paraît très... Moi, j'ai fait, pour la FNAIM, il y a 3-4 ans, j'avais fait une grosse étude, parce que tout le monde disait Paris est hors de prix, Paris est trop cher et tout. Et j'avais vraiment pris Tokyo, Londres, New York et Paris. Le top de Paris à l'époque, le top du top, c'était 30 000 € le mètre carré. OK ? New York, 90 000. Et Londres, modeste, 70 000. Voilà. Et donc, la différence, par contre, bon, j'ai la chance d'aller souvent à New York, je sais pas, la différence, là, c'est le niveau de vie. C'est-à-dire que, à équivalence, les salaires sont bien plus généreux à New York ou à Londres qu'à Paris. Et donc, les jeunes à New York ou à Londres arrivent encore à rester, pour l'instant. Mais à Paris, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont beau être 4 sup dans une banque ou je sais pas quel métier on gagne le plus. Et bien que ce soit 2-3 fois moins cher que dans les autres villes, on ne peut pas tenir.
Oui, je crois qu'en effet, c'est une explication aussi du vote, d'ailleurs très à gauche, dans beaucoup de quartiers parisiens, Oui, et dont oui, plusieurs députés de LFI ont été élus au premier tour, aux oui. dernières législatives. Et un de mes amis, les amis gaullistes, dont les enfants font partie de cette population dont vous parlez, c'est-à-dire des cadres supérieurs qui ont fait de bonnes études, qui Oui, sont bien payés, mais qui n'arrivent pas à se loger. oui, c'est ça. Ceux-là votent par dépit, par mauvaise humeur, par un peu de vengeance pour des gens avec qui ils n'ont absolument rien de commun, Oui, mais notamment commun, pas oui, vraiment oui, les idées oui. politiques, mais ça fait rien. Mais C'est c'est un un vrai, vote. je pense que c'est un vrai problème. Hein. C'est euh, dans les nouveaux propriétaires de Paris, il y a. Alors, c'est pas tout à fait eux qui sont propriétaires, ils n'achètent pas directement, encore qu'ils achètent, ça arrive aussi, mais il y a Airbnb, qui est un problème dans toutes les capitales du monde, dans certains endroits qui provoquent même des manifestations très agressives, on l'a vu à Barcelone, physiquement agressives. Vous, comment voyez-vous spécifiquement à Paris, comment voyez-vous ce développement de Airbnb et de ce type de location Ben, moi, j'ai pas encore de stats qu'on pourrait dire fiables. Aujourd'hui, on est face à des décisions des mairies. Et alors, est-ce qu'elles sont basées véritablement sur des statistiques très claires et très nettes? J'en sais rien, j'en ai pas lu, honnêtement. Et est-ce que c'est aussi sous la pression des hôteliers? Parce que c'est vrai que dans une ville comme Paris, et dans beaucoup de villes, c'est une concurrence directe à l'hôtellerie, de toute façon claire et nette. Donc, les hôteliers, ils payent beaucoup de taxes. Bon. Donc, il faut les amadouer un peu. Et donc, les mairies font souvent des grandes déclarations sur ce genre de choses. Bon, je connais un cas à Venise, pareil, c'est truc. Alors à Venise, ça gueule de tous les côtés et on taxe, on leur demande 5 € à ceux qui vont passer que la journée pour les dissuader. Mais tout ça, c'est bidon, quoi. Ça n'a jamais dissuadé personne. Aller à Venise, il y a toujours, sinon, il y a toujours plus de monde. Et puis c'est tout. Voilà. Bon. Donc, moi, j'aimerais voir des vrais stats sur ce truc-là, des stats fiables, vraiment fiables. Est-ce que tout est... Alors, les villes et les départements, les communes, cherchent beaucoup auprès des gens qui font du Airbnb, on doit déclarer officiellement, etc. et tout. OK, on doit déclarer officiellement. Est-ce que tout le monde déclare tout? Est-ce qu'il y a des contrôles pour être sûr que ce qui est déclaré est juste? Donc, c'est pour ça, moi, je voudrais voir des vraies stats. Mais alors, ça pose une question qui me paraît, que j'ai au bout de la langue depuis le début, c'est-à-dire vous êtes économiste, vous êtes historien, vous avez travaillé sur ces sujets-là, sur l'histoire de la propriété, mais qui est évidemment capital pour comprendre une ville et donc pour réfléchir à son avenir, de la même manière qu'il est capital de réfléchir à l'histoire du commerce. C'est-à-dire le commerce est une activité vitale et c'est une activité qui en entraîne beaucoup d'autres. Bien sûr, Hermès était le dieu des commerçants, des voleurs, des orateurs. Il a donné la flûte et la lyre, etc. Enfin, c'est un dieu extrêmement et c'est positif. C'est toujours actuel. C'est toujours le cas et on n'a jamais vu un armateur armer des bateaux pour aller chercher des livres. Il arme des bateaux pour aller chercher du coton ou des esclaves et on amène des œuvres d'art par surcroît. Et donc, cette histoire du commerce, j'y pense parce que peut-être avez-vous connu Madame de Buisson, Roxane de Buisson, qui faisait la collection dès qu'une boutique fermait, elle achetait les archives, elle achetait les comptes. J'étais très proche à une époque de Roxane. C'était elle qui avait c'était une milliardaire excentrique, si je puis dire, enfin en tout cas excentrée sûrement par rapport aux gens qui ne cherchent qu'à faire de l'argent, qui était en plus une gastronome admirable, elle rachetait donc les factures pour qu'on puisse faire l'histoire quand je l'ai rencontrée, elle m'a envoyé le lendemain une facture de la boutique de blanchisserie qui était installée dans l'immeuble, elle a disparu il y a fort longtemps, peu de temps après la construction de l'immeuble dans lequel j'habitais. Cette collection considérable, y compris, augmentée, enrichie d'une collection de cartes postales tout à fait extraordinaire,
eh ben, elle est partie aux États-Unis. Après sa mort, personne n'en a voulu. Personne n'en a voulu. Il n'y a pas une bibliothèque, il n'y a pas une institution qui l'ait acheté. Tout est parti aux États-Unis. Peut-être tant mieux parce que, au fond, peut-être les États-Unis qui ont moins de préjugés que nous à l'égard des activités du commerce se décideront à nous faire l'histoire du commerce à Paris. Mais c'est quelque chose dont on a besoin. Les voir. C'est écoutez, voyez-les et puis créer trouver quelques mécènes, puisque vos éditions s'appellent les éditions du mécène, trouver quelques mécènes pour créer une chaire d'histoire de la propriété et du commerce à Paris. Et nous la célébrerons ici et nous veillerons à essayer de la faire. C'est amusant ce que vous me dites, parce que suite à tous ces bouquins sur la propriété et tout, il y a je sais plus comment elle s'appelle, London School of Economics. Economic School. London School of Economics. C'est les seuls qui m'ont proposé une chaire. Ils m'ont demandé de venir donner des cours là-bas, etc. À l'époque, mais même aujourd'hui, je me sens pas très très à l'aise dans leur langue, puisqu'ils ont le culot de ne pas parler français. Et je leur avais dit, ok, mais au début, au moins, faisons de la traduction simultanée. Ouais. Ils m'ont dit, bah non, dans un amphi, ça coûte trop cher. Etc. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, proposez-le à Sciences Po, qui sont en train de se transformer, de chercher de nouvelles activités. Proposez-le à Sciences Po. C'est vrai que moi c'est vraiment passionnant. Ou encore une fois, un mécène qui se lancerait dans cette... je suis sûr qu'il y aurait vraiment encore... Bref, en tout cas, Patrice de Montcamp, merci pour toutes les éclaircissements. Mais j'annonce à nos auditeurs que vous êtes en train de terminer un livre sur l'histoire de la propriété en France, pas seulement à Paris. Oui, sur le territoire français, parce que même quand c'était pas la France. D'accord. Et ce livre est prévu pour... Au fin de l'année prochaine. La fin de l'année prochaine. Par conséquent, vous avez d'ores et déjà votre rond de serviette et je vous attends pour parler de l'histoire de la propriété en France. En attendant, merci de nous avoir éclairé sur la propriété à Paris. Merci.